Mon père m'a frappé devant toute notre famille élargie lorsque j'ai refusé de déménager au sous-sol pour que ma sœur enceinte et son mari sans emploi puissent avoir ma chambre. Il ne savait pas que je payais l'hypothèque et toutes les charges depuis des années. 3 jours plus tard, ils ont appris ce qui se passe quand l'argent cesse d'arriver. Le ronronnement de mon ordinateur était le seul son qui avait encore un sens. C'était un bourdonnement propre, régulier, le son de la logique et de l'ordre, de 1 et de 0 construisant des mondes à l'intérieur d'un écran lumineux. Ici, dans ma chambre d'enfance transformée en bureau à distance, j'étais un créateur, un résolveur de problèmes. J'étais un développeur logiciel senior à 22 ans, le genre de success story que mes parents aimaient mentionner en passant à leurs amis. Mais en dehors de cette porte, le code devenait désordonné, la logique s'effondrait. En dehors de cette porte, j'étais juste Ethan, le fils cadet fiable, le distributeur automatique de billets humains, le pilier silencieux qui soutenait une maison qui s'écroulait discrètement. La porte s'est ouverte en grinçant, et l'odeur de pot-au-feu et d'anxiété a flotté à l'intérieur. C'était ma mère, Sharon, tenant une assiette avec une part de tarte aux pommes. Son sourire était chaleureux, pratiqué, le genre qu'elle arborait lorsqu'elle était sur le point de demander quelque chose. « Tu travailles tellement, mon chéri, dit-elle, posant l'assiette sur le coin de mon bureau, dangereusement près d'une pile de manuels techniques. Je ne sais pas comment tu fais pour fixer cet écran toute la journée. C'est comme ça qu'on fabrique la saucisse, maman, dis-je, lui rendant un sourire fatigué. Je débug un défaut critique depuis les 6 dernières heures, et mon cerveau ressemble à des œufs brouillés. Elle a lissé mes cheveux, un geste hérité de mon enfance qui ressemblait maintenant davantage à un prélude. Nous sommes tellement fiers de toi, tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, maman. Elle a laissé sa main s'attarder sur mon épaule. Écoute, mon chéri, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je viens de regarder les tickets de caisse de l'épicerie et les choses sont tellement plus chères ce mois-ci. Il me manque environ $200 pour les grosses courses de ce week-end. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux rivés sur l'écran, mes doigts planant au-dessus du clavier. Je savais pertinemment qu'elle avait fait de grosses courses il y a 3 jours. J'ai vu les sacs. Je savais aussi que mon père, Marc, parlait de s'acheter une nouvelle série de clubs de golf. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste hoché la tête, j'ai pris mon téléphone de son support et j'ai ouvert mon application bancaire. Pas de problème, murmurai-je, mon pouce tapant sur l'écran. Je vais te les envoyer. Oh, tu me sauves la vie, soupira-t-elle, le soulagement dans sa voix étant immédiat et total. Elle s'est penchée et a embrassé ma tempe. C'est juste ce que fait la famille, nous nous soutenons mutuellement. Elle ramassa la tasse à café vide sur mon bureau. Je vais te chercher une tasse fraîche. Alors qu'elle partait, sa phrase fétiche flottait dans l'air, c'est juste ce que fait la famille. C'était la justification de tout. C'était la raison pour laquelle la moitié du paiement hypothécaire de cette maison, une maison dont je ne suis même pas sur l'acte de propriété, était programmée pour être prélevée automatiquement sur mon compte chaque mois. C'était la raison pour laquelle la facture d'électricité, la facture d'internet au débit qui était la source de vie de ma carrière, et la facture d'eau étaient toutes à mon nom, payées intégralement par mois. C'était la raison pour laquelle j'avais drainé une part importante de mes économies l'hiver dernier pour réparer le toit qui fuyait après une tempête, en écoutant mon père parler de la façon dont les entrepreneurs étaient des voleurs pendant que je signais tranquillement le chèque. C'était la raison pour laquelle j'avais co-signé pour la voiture de ma mère et quand les paiements sont devenus un peu serrés, je les ai simplement repris complètement. Je me suis penché en arrière, les ressorts de ma chaise gémissant en signe de protestation. J'ai justifié tout cela par une simple pensée dangereuse, cela maintient la paix. Mon père était fier, un homme qui ne supportait pas l'idée d'être perçu comme un échec. Ma mère était fragile, toujours soucieuse des apparences. Mes contributions leur permettaient de maintenir la façade d'une vie confortable, stable, de classe moyenne. C'était mon cadeau secret pour eux, un cadeau qu'ils n'ont jamais reconnu et que je n'ai jamais mentionné. La porte d'entrée s'est claquée, suivie du bruit lourd de bottes sur le plancher de bois franc. Un instant plus tard, ma porte a été ouverte sans frapper. C'était Sarah, ma sœur aînée, 25 ans, et rayonnant de la confiance imméritée de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment fait face à une conséquence. Derrière elle, son mari, Mike, un type longiligne avec des yeux perpétuellement inquiets qui semblaient rétrécir un peu plus chaque jour. Sarah s'est appuyée contre le cadre de la porte, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Toujours en train de sauver le monde avec la magie informatique, en payant juste les factures. Sarah, dis-je, mon ton plus plat que je ne le voulais. Journée difficile, soupira-t-elle,
passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Mike a eu un super entretien avec cette entreprise de logistique, il a assuré, mais le responsable était un vrai crétin, il l'avait dans le collimateur dès le début. Mike se tenait maladroitement derrière elle, le visage rouge d'embarras. C'était la même histoire que le mois dernier, mais avec un nom d'entreprise différent. Sarah était une maîtresse dans l'art de transformer les quasi-réussites de Mike en quasi-succès, le dépeignant à jamais comme la victime d'un monde qui n'appréciait tout simplement pas son potentiel. Sarah et Mike vivaient avec nous depuis les 6 derniers mois après avoir perdu leur appartement lorsque Mike a été licencié de son précédent emploi. Ce qui avait commencé comme un arrangement temporaire était devenu permanent, mes parents les traitant davantage comme des invités d'honneur que comme des adultes qui avaient besoin de se remettre sur pied. Elle m'a regardé de haut en bas. « Eh, petit frère, tu peux me prêter $50. Mike et moi sortons ce soir, il faut qu'on fête la nouvelle. » Sarah et Mike étaient mariés depuis 8 mois, et la nouvelle était qu'elle était enceinte. « Fêter ?» demandai-je, en haussant un sourcil, ou paniquer? Elle fronça les sourcils. « Eh, sois cool. C'est une bonne chose. » Elle entra dans la pièce, sa voix baissant. « Écoute, je te rembourserai quand Mike se remettra sur pied. » C'était la réplique la plus ancienne de son répertoire, une promesse tellement usée et fanée qu'elle était transparente. Sarah a toujours été douée pour faire sonner les problèmes des autres comme des occasions pour moi d'aider. Mais j'ai vu la lueur de désespoir dans ses yeux, la peur sous la bravade. C'était ma sœur, alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai sorti mon portefeuille en cuir usé de ma poche arrière, j'ai sorti 2 billets de 20 et un billet de 10 et je les lui ai tendus. Éviter la dispute valait $50. Plus tard dans la nuit, j'étais en appel vidéo avec Liam, mon meilleur ami depuis la maternelle. Il était le seul à connaître toute l'étendue de mon arrangement financier avec ma famille. Son visage, pixelisé sur mon écran, était un masque d'incrédulité. Ils te font payer pour la célébration du bébé qui va rendre leur situation financière encore pire, Ethan? Tu t'entends? Tu n'es pas un fils, tu es une filiale. Tu es le département RD et le flux de revenus entier d'une entreprise familiale en faillite. Ce n'est pas comme ça, argumentai-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je les aide, ils sont dans une situation difficile. Ils sont dans une situation difficile depuis que tu as reçu ta prime de signature, rétorqua Liam, sa voix s'élevant. Ils considèrent ton chèque de paie comme une ressource familiale. Ton père reçoit de nouveaux clubs, ta mère reçoit sa voiture, Sarah reçoit de l'argent pour sortir, et tu dois vivre dans la même chambre que tu avais quand tu avais 15 ans. C'est une mauvaise affaire, mec. Quand vas-tu te réveiller et le voir? Je n'avais pas de réponse à lui donner. J'ai juste fixé mon propre reflet dans l'écran sombre, un visage pâle et fatigué me regardant. Le signal de réveil est venu une semaine plus tard. Mes parents et Sarah étaient ivres d'excitation à l'idée des préparatifs du mariage et du bébé. Toute la maison bourdonnait d'une énergie frénétique. Pendant le dîner, mon père s'éclaircit la gorge, un son qui signifiait toujours qu'une proclamation allait arriver. Il rayonnait à Sarah, puis à moi. Vous savez, avec le bébé qui arrive et Sarah et Mike qui commencent leur nouvelle vie ensemble, nous allons tous devoir faire des ajustements. De grands changements sont à venir. Il posa une main lourde et possessive sur mon épaule. C'est une période passionnante, une période où la famille doit vraiment rester unie. Le mot ajustement s'est posé dans le creux de mon estomac comme une pierre. J'ai regardé les visages souriants autour de la table, la fière vantardise de mon père, la joie larmoyante de ma mère, la satisfaction suffisante de ma sœur, les mouvements inconfortables de Mike, et pour la première fois, je ne me sentais pas faire partie de la famille. Je me sentais comme une ressource sur le point d'être exploitée. La conversation familiale a eu lieu 2 jours plus tard. Ils m'ont fait asseoir dans le salon sur le canapé à fleurs qui avait absorbé des décennies de tensions non exprimées. Mon père a pris son fauteuil habituel, le trône à partir duquel il émettait ses décrets. Ma mère était perchée sur le bord du pouf, se tordant les mains. Cela ressemblait moins à une conversation qu'à une sentence. Sarah était assise à côté de ma mère, une main posée protectrice sur son petit ventre, tandis que Mike planait inconfortablement près de la fenêtre. Ethan, commença mon père, sa voix empreinte d'une gravité sombre, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir, à cette famille. Il fit un geste ample, comme pour englober le concept même de parenté. Sarah et Mike ont besoin d'un bon départ, d'une vraie chambre pour construire leur nid, pour accueillir notre petit enfant. Je suis resté silencieux, mon cœur commençant à battre un peu plus vite. Je savais où cela allait mener.
Alors, continua-t-il, se penchant en avant avec un sourire de conspirateur, nous avons une solution merveilleuse. C'est un moyen pour toi d'apporter une contribution réelle et significative. Nous allons te faire déménager dans la pièce du sous-sol. C'est spacieux, et cela donnera aux jeunes mariés l'intimité et l'espace dont ils ont besoin dans ton ancienne chambre. Il a dit tout cela avec une telle finalité, comme s'il annonçait que j'avais gagné un prix. Il ne demandait pas, il m'informait d'une décision qui avait déjà été prise. Le sous-sol, dis-je finalement, les mots semblant étrangers dans ma bouche. Papa, ce n'est pas fini. C'est une boîte en béton. Ne sois pas dramatique, fit-il en agitant une main dédaigneuse. Eh bien, jette un tapis, achète une belle lampe. Ce sera confortable, un vrai studio de célibataire. Ma mère intervint, sa voix douce et suppliante, considère cela comme ta contribution à ta nouvelle nièce ou ton nouveau neveu, mon chéri. Un sacrifice, oui, mais un beau sacrifice pour la famille. Un sacrifice. Il me demandait de déménager toute ma vie, mon espace de travail, mon sanctuaire, le seul endroit dans cette maison qui m'appartienne vraiment, dans une zone de stockage souterraine et humide, et ils appelaient cela un beau sacrifice. Plus tard, je suis descendu pour le voir par moi-même. J'ai tiré sur la vieille chaîne en métal, et une seule ampoule nue de 60 watts a projeté de longues ombres déformées à travers la pièce. L'air était épais de l'odeur de moisie et de terre froide. Une grande tache d'eau arachnéenne rampait sur le mur du fond, une carte fantomatique de l'inondation de l'hiver dernier. Je pouvais voir les contours flous de l'endroit où le vieux banc d'entraînement de mon père se trouvait, où le vélo de mon enfance avait rouillé. J'ai passé une main le long du mur de béton rugueux. Il était froid et légèrement humide au toucher. Un grillon mort était recroquevillé sur le sol près de l'ancienne chaudière gémissante. Ce n'était pas un studio de célibataire, c'était un tombeau, et il voulait m'y mettre. Le lendemain, j'ai essayé de nouveau de raisonner avec eux. Je les ai approchés dans la cuisine pendant que ma mère préparait le café. Écoutez, ai-je commencé, essayant de garder ma voix égale et logique, je comprends que vous voulez aider Sarah. Je veux l'aider aussi, mais je ne peux pas travailler dans le sous-sol. Mon travail exige un environnement stable, sûr et sec pour des milliers de dollars d'équipement informatique. J'ai plusieurs écrans, des serveurs. J'ai besoin des circuits électriques dédiés et de la connexion Ethernet câblée dans ma chambre. Le Wi-Fi n'atteint même pas le sous-sol. Mon père, lisant la page des sports à la table, n'a même pas levé les yeux. Tu trouveras une solution. Tu es le plus intelligent. Il ne s'agit pas d'être intelligent, papa, il s'agit de logistique. Mon travail, le travail qui paie l'Internet haute vitesse dont vous voulez que je m'éloigne, dépend de la configuration. Oh, Ethan, ne rends pas les choses si difficiles, soupira ma mère, se tournant du comptoir. Son visage était un masque de déception lasse. Tu fais tout ça pour toi. Pense juste au bébé. Ta sœur a besoin de ça. Ta sœur a besoin de ça. Les 4 mots qui ont régi toute ma vie. Sarah avait besoin d'un nouveau vélo, alors le mien a été transmis. Sarah avait besoin de cours de soutien, alors mon argent de poche a été réduit pour payer ses cours. Sarah avait besoin, et Ethan fournissait. Seulement cette fois, ce dont elle avait besoin, c'était de ma dignité. Ce soir-là, j'ai surpris Sarah et Mike en train de parler dans le couloir. Je me dirigeais vers la cuisine pour prendre un verre d'eau et je me suis figé en entendant leurs voix étouffées. Je ne sais pas, Sarah, disait Mike, sa voix inhabituellement hésitante. Ça me semble un peu mal. C'est sa chambre, tu sais. Il travaille là-dedans. Chérie, sois réaliste, la voix de Sarah était forte, pragmatique. Nous avons besoin de l'espace, nous allons avoir un bébé. Qu'est-ce qu'on est censé faire, vivre au sous-sol? C'est un célibataire, il peut se débrouiller. Il est intelligent, il trouvera une solution. Ne sois pas mou à ce sujet, nous devons penser à notre famille maintenant. Il est resté silencieux pendant un moment. Oui, tu as raison. L'entendre de sa part, si clairement et sans excuse, a solidifié quelque chose en moi. Je n'étais pas de la famille pour eux, j'étais un obstacle, une ressource à utiliser. Et ma sœur, la personne qui aurait dû être mon allié, me traitait comme un inconvénient, tandis que mon beau-frère, malgré ses réserves, était trop faible pour me défendre quand c'était important. Le lendemain, mon téléphone a vibré. C'était ma tante Carole, la sœur cadette de mon père. Elle était le mouton noir de la famille, celle qui avait déménagé hors de l'État et qui valorisait l'honnêteté plus que les apparences. J'ai entendu la nouvelle, dit-elle,
sa voix sèche. Ton père a appelé pour me parler du bébé de Sarah et des merveilleux nouveaux aménagements. J'ai juste soupiré. Oui, Ethan, dit-elle, et son ton s'est adouci, je vais juste te dire ça une fois, tu as toujours été un bon garçon, un bon fils, un bon frère, mais parfois être trop bon laisse les gens oublier ta valeur. Ils commencent à voir ta gentillesse non pas comme un cadeau mais comme une attente. Ne les laisse pas t'effacer. Ces mots ont atterri comme une charge de profondeur, envoyant des ondes à travers des années de conformité conditionnée. Ne les laisse pas t'effacer. C'est exactement ce qu'ils essayaient de faire, effacer mes besoins, mon espace, mes contributions, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ma fonction. Ce soir-là, l'invitation par email est arrivée pour la réunion familiale annuelle Miller et le barbecue. Mon père m'a coincé près des escaliers. Et, champion, dit-il, me tapant le dos un peu trop fort. À la réunion, je vais partager la bonne nouvelle avec tout le monde sur le fait que tu es ta sœur. Ce sera génial, montrera à toute la famille comment nous restons unis. C'était ça, le point de non-retour. Il allait transformer mon humiliation en une performance publique de sa propre magnanimité. Il allait m'utiliser comme accessoire dans sa pièce du patriarche bienveillant. Une résolution froide et dure s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas chaud et en colère mais d'une clarté glaçante. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je ne discuterai plus avec lui en privé. Je ne plaiderai pas ma cause. S'il voulait rendre ça public, alors ma réponse serait publique aussi. Je me suis assis à mon bureau, le ronronnement de l'ordinateur étant une présence réconfortante. J'ai ouvert mon portail bancaire en ligne. Méthodiquement, je suis remonté mois par mois, année par année. J'ai pris une capture d'écran de chaque virement de paiement hypothécaire étiqueté Miller Mortgage. J'ai pris une capture d'écran de chaque paiement de service public au service municipal d'électricité et d'eau. J'ai trouvé la facture par email pour la réparation du toit de $8 000. J'ai trouvé les enregistrements numériques pour les paiements de voitures. J'ai enregistré chacun d'eux dans un dossier sécurisé sur mon téléphone, non pas par dépit, mais pour ma propre santé mentale. C'était une preuve, la preuve que je n'étais pas fou, la preuve que mes contributions étaient réelles, la preuve que j'avais le droit de dire non. Je ne faisais plus que réagir, je me préparais. Il voulait faire une annonce publique, très bien, j'aurai une réponse publique prête. Le jour de la réunion a commencé lumineux et d'une gaieté oppressante. Notre arrière-cour, normalement une paisible étendue de verdure, s'est transformée en une scène pour la pièce familiale parfaite. L'air était épais de l'odeur de charbon de bois et d'herbes fraîchement coupées. Des oncles que je voyais une fois par an riaient trop fort en retournant des hamburgers, leurs bouteilles de bière transpirant sous le soleil de l'après-midi. Des tantes gazouillaient sur la grossesse précoce de Sarah, offrant des conseils non sollicités sur tout, des vitamines prénatales au nom de bébé. Des enfants, collants de jus de pastèque, criaient et se poursuivaient sur la pelouse. C'était un portrait parfait du bonheur familial américain, et je me sentais comme un fantôme hantant le cadre. Je me suis faufilé dans la foule, une canette de coca glacée à la main, offrant des sourires forcés et des réponses évasives. Je sentais le regard de mon père sur moi depuis l'autre bout du jardin. Il était dans son élément, tenant salon près du grand barbecue neuf qu'il avait acheté le mois dernier, un achat que je soupçonnais d'être financé par l'argent que j'avais donné à ma mère pour les impôts fonciers. J'ai trouvé un endroit près du vieux chêne, sirotant ma boisson, observant le spectacle. Sarah jouait à merveille le rôle de la mère attendue, une main posée de manière protectrice sur son ventre à peine visible, acceptant les félicitations avec un regard de fierté rayonnante, tandis que Mike se tenait maladroitement à ses côtés, acceptant les félicitations pour quelque chose dont il semblait mal à l'aise de s'attribuer le mérite. Ma mère papillonnait entre les groupes, un colibri de grâce sociale, s'assurant que l'assiette de chacun était pleine et que son verre était rempli. Puis mon père a entrechoqué un couteau contre sa bouteille de bière. Le son a percé le joyeux brouhaha. Et, tout le monde, puis-je avoir votre attention une minute ? Les conversations se sont arrêtées progressivement. Les têtes se sont tournées. C'était son moment. Il a mis son bras autour de ma mère et l'a serré contre lui. Comme vous le savez tous, nous avons une merveilleuse nouvelle dans la famille Miller, ma fille Sarah et son mari Mike vont être parents. Une salve d'applaudissements et de cris a traversé le jardin. Il laissa retomber le bruit, son sourire s'élargissant. Et dans des moments comme ceux-ci, une famille montre sa véritable force. Elle montre comment nous nous serrons les coudes, comment nous soutenons les nôtres. Il a balayé la foule du regard jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. Il a fait un geste vers moi avec sa bouteille.
Et je n'ai jamais été aussi fier de mon fils Ethan. Pour aider sa sœur et Mike à prendre le meilleur départ possible, Ethan a gracieusement et de tout cœur offert de leur donner sa chambre, et il s'aménagera un nouvel espace dans le sous-sol. Il m'a regardé, comme un roi attendant une révérence d'un sujet loyal. C'est le genre d'homme qu'il est, c'est le genre de famille que nous sommes. Applaudissons Ethan. Quelques personnes ont commencé à applaudir, avec des regards d'admiration sur leur visage. Sarah rayonnait. Ma mère s'épongeait les yeux. Un calme étrange m'a envahi. Le bruit de fond de la fête s'est estompé en un grondement sourd. J'avais l'impression de regarder un film de ma propre vie. J'ai pris une lente inspiration. En fait, papa, dis-je, ma voix n'était pas forte, mais elle était claire et stable, et elle a porté à travers le jardin soudainement silencieux, j'ai bien peur qu'il y ait eu un malentendu. Les applaudissements ont hésité et se sont arrêtés. Tous les regards étaient maintenant fixés sur moi. Le sourire de mon père s'est figé sur son visage. Je ne céderai pas ma chambre, ai-je terminé, mon regard fixé sur le sien. Le silence qui a suivi était lourd, absolu. Le seul bruit était le crépitement des hamburgers sur le grill. Le visage de mon père, qui rayonnait de fierté, a lentement commencé à s'assombrir, la couleur remontant de son cou. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il, sa voix basse et menaçante. Sarah fit un pas en avant, son visage un masque d'incrédulité. « Ethan, quel est ton problème ? Nous en avons parlé. C'est juste pour un petit moment. Mon problème, Sarah, dis-je, me tournant vers elle, c'est que ma chambre est aussi mon bureau. C'est le bureau où je fais le travail qui paie pour. Je n'ai jamais pu finir la phrase. Mon père s'est déplacé plus vite que je ne l'avais vu se déplacer depuis des années. Il a réduit la distance entre nous en 3 longues enjambées. Avant même que je puisse le comprendre, son bras s'est balancé en arrière. Le claquement de sa paume ouverte contre ma joue était aigu et laid, comme une branche qui se brise. L'impact a envoyé une onde de choc dans ma mâchoire. Ma tête a basculé sur le côté. Un halètement collectif a traversé la foule. Pendant un battement de cœur, le monde n'était que la chaleur cuisante sur mon visage et un sifflement aigu dans mes oreilles. J'ai goûté à la légère saveur cuivrée du sang là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma joue. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. J'ai lentement tourné ma tête pour lui faire face à nouveau. Sa poitrine se soulevait, ses yeux sauvages d'une fureur que je n'avais jamais vu diriger contre moi auparavant. Ma mère laissa échapper un sanglot étranglé. J'ai touché ma joue. Elle commençait déjà à gonfler. J'ai regardé mon père, l'homme qui venait de frapper son fils devant 30 membres de sa famille pour avoir refusé d'être mis à la rue dans sa propre maison. « Tu m'as frappé » chuchotai-je, les mots à peine audibles. Puis, un peu plus fort, ma voix tremblant d'une rage froide et claire que je ne savais pas posséder, « Tu m'as frappé pour une chambre. » J'ai fait un pas en arrière, mettant un peu d'espace entre nous. J'ai regardé au-delà de lui le visage horrifié de ma mère, l'expression choquée et soudainement coupable de Sarah, Mike, qui avait l'air de vouloir disparaître complètement, les visages stupéfaits de mes tantes et oncles. Parlons de ce que j'ai payé, dis-je, et ma voix était forte maintenant. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon objectif était ferme. Je l'ai levé. Cette famille se serre les coudes, cette famille soutient les siens. Au cours des 2 dernières années, j'ai payé la moitié de l'hypothèque de cette maison chaque mois. Je fais glisser l'écran. Je paie l'électricité qui est en train de cuire ses hamburgers. Je fais glisser l'écran. Je paie l'Internet au débit que tout le monde utilise. Je fais glisser l'écran. Quand le toit fuyait l'hiver dernier, ce n'est pas la compagnie d'assurance qui a payé la facture de $8000, c'est moi. J'ai regardé ma mère. La voiture que tu as conduite ici aujourd'hui, je fais les paiements pour ça aussi. J'ai baissé le téléphone, ma voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. Cette chambre n'est pas un cadeau que vous pouvez donner. C'est la seule chose dans toute cette maison que je n'ai pas encore payée, alors ne me parlez plus jamais de sacrifice. Le silence était absolu. Mon père restait figé, son visage une toile marbrée de rouge et de blanc, sa rage s'effondrant en une incrédulité stupéfaite. Ma mère pleurait ouvertement maintenant, sa main sur sa bouche. Sarah avait l'air qu'elle allait être malade. Elle ne croisait pas mon regard. Mike se tenait derrière elle, son visage pâle de choc et de ce qui ressemblait à une compréhension naissante. Tante Carole fut la première à bouger. Elle s'est dirigée directement vers moi et a posé une main sur mon bras. « Viens, Ethan, dit-elle doucement, allons-y.
J'ai hoché la tête, mes yeux ne quittant jamais ceux de mon père. Je l'ai laissé me guider loin. En passant devant ma famille, devant l'épave de l'image parfaite qu'ils avaient essayé de peindre, je ne ressentais pas de triomphe, je ressentais un vide immense et creux. « Ethan, attends !» cria ma mère, sa voix se brisant. Je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé le portail latéral, je suis monté dans ma voiture et j'ai fermé la porte. Le bruit de la fermeture était le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. J'ai tourné la clé et, en m'éloignant du trottoir, j'ai vu mon père debout sur la pelouse, une statue brisée au milieu de sa fête ruinée. La nuit s'est passée dans une chambre d'hôtel stérile et anonyme. La climatisation était trop froide, les draps trop rigides, mais c'était calme. Pour la première fois depuis des années, les seuls besoins que je devais considérer étaient les miens. Je n'ai pas répondu au déluge frénétique d'appels et de textos. Au lieu de cela, je me suis assis sur le bord du lit, la lueur de mon ordinateur portable illuminant mon visage, et j'ai commencé à démanteler systématiquement l'échafaudage que j'avais construit autour de ma famille. Ce n'était pas un acte de rage, c'était un acte de conséquence, aussi calme et logique que le débogage d'une ligne de code. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Le virement hypothécaire automatique vers le compte de mon père a été annulé. Je me suis connecté au portail des services publics de la ville. L'électricité, l'eau, l'Internet, tous les services que je payais, étaient programmés pour être déconnectés en raison de non-paiement, avec effet immédiat. Le compte pour le paiement de la voiture de ma mère, j'ai changé le mot de passe et supprimé le paiement automatique. Chaque clic était une coupe silencieuse, sectionnant un fil de dépendance. Quand j'ai eu fini, j'ai bloqué tous leurs numéros et éteint mon téléphone. J'avais besoin de silence. 3 jours plus tard, je suis retourné à la maison en voiture. Liam est venu avec moi, une présence silencieuse et stable dont j'étais profondément reconnaissant. J'avais juste besoin de récupérer mon ordinateur, mon matériel de travail et quelques vêtements. Le reste, il pouvait le garder. La maison était étrangement silencieuse quand nous sommes arrivés. Aucune lumière n'était allumée, même si c'était un après-midi sombre et nuageux. Elle avait l'air vide. Mes clés fonctionnaient toujours dans la serrure. Nous sommes entrés dans un silence sombre et lourd. L'air était vicié et frais. Le bourdonnement familier du réfrigérateur avait disparu. Nous les avons trouvés dans le salon, assis comme des fantômes dans la lumière grise de l'après-midi. Mon père était affalé dans son fauteuil, l'air 10 ans plus vieux. Ma mère était assise sur le canapé, le visage bouffi et taché de larmes. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré, leurs yeux grands ouverts avec un mélange de peur et de désespoir. Ethan, chuchota ma mère, se levant, Dieu merci. Le courant est coupé, Internet est parti. Nous avons reçu une lettre, un avis urgent concernant l'hypothèque. Je sais, dis-je calmement, j'ai arrêté de les payer. Mon père finit par remuer. Tu as fait ça, raya-t-il, sa voix une version brisée de son autorité habituelle et tonitruante. Tu laisserais ta propre famille s'asseoir dans le noir? Tu m'as giflé devant eux, répondis-je, ma voix dépourvue de chaleur. Je pense que nous avons des définitions différentes de la famille. C'est alors que ma mère a craqué. La façade de déception là s'est effondrée, et un désespoir brut est laissé déverser. Tu ne comprends pas, sanglota-t-elle, faisant un pas vers moi. Nous avions besoin de cet argent, nous devions l'avoir. Besoin pourquoi, demandai-je, l'ancienne amertume s'enflammant. De nouveaux clubs de golf. Non, cria-t-elle, et toute la vérité, un torrent de honte retenu pendant des années, fut finalement déchaîné. Pour l'autre hypothèque, celle que nous avons contractée il y a des années, pour les cartes de crédit. Nous nous noyons, Ethan, nous le sommes depuis des années. Ton argent était la seule chose qui nous permettait de garder la tête hors de l'eau. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Elle s'effondra sur le canapé, ses sanglots secouant tout son corps. Le secret était éventé. Il ne s'agissait pas seulement de droit, il s'agissait d'une fondation profonde et pourrissante de dettes et de honte qu'ils avaient cachées à tout le monde, y compris à moi. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé pour des luxes, ils m'avaient utilisé pour survivre, tout en me traitant comme un inconvénient. Liam posa une main sur mon épaule, un signal silencieux qu'il était prêt à commencer à déplacer mes affaires. Alors qu'il se dirigeait vers les escaliers, Sarah apparut dans le couloir avec Mike juste derrière elle. Elle avait l'air terrible. Son visage était pâle, ses yeux étaient rougis et son sourire confiant habituel avait disparu, remplacé par une onde profonde et creuse. Mike avait l'air encore pire, si c'était possible.
Elle m'a arrêté avant que je puisse suivre Liam. Elle n'a pas regardé mes parents, elle m'a juste regardé moi. Ethan, dit-elle, sa voix à peine un murmure, je suis désolé. J'ai attendu, sans rien dire. Quand papa t'a giflé, et que tu as dit tout ça sur les factures, elle secoua la tête, luttant pour trouver ses mots, je ne savais jamais. J'ai tout pris pour acquis. Je pensais que papa s'en occupait. Mike s'avança, sa voix tremblant. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas bien de prendre ta chambre, mais il baissa les yeux sur ses mains. J'étais trop lâche pour prendre la parole. Je suis sur le point d'être père, et je ne pouvais même pas défendre ce qui est juste. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. J'ai été tellement jalouse de toi, Ethan. Tu as eu ce super boulot, tu as ta vie en ordre, et je suis enceinte et effrayée et Mike ne trouve pas de travail, et j'ai suivi le courant. C'était plus facile que d'admettre que nous étions des échecs. Je suis tellement désolé. C'était la chose la plus honnête que je l'ai jamais entendu dire. À ce moment-là, elle n'était pas l'enfant chéri, elle était juste une femme effrayée qui faisait enfin face à la vérité sur elle-même. Mes parents essayaient maintenant une tactique différente, me suppliant de simplement remettre le courant pour que nous puissions en discuter. Mon père m'a même offert un accord où je pouvais garder ma chambre si je reprenais les paiements. J'ai secoué la tête. Je me suis approché de la table basse et j'y ai posé une carte de visite. Ceci est un conseiller en crédit à but non lucratif, leur dis-je. Ils peuvent vous aider à consolider votre dette et à établir un budget réaliste. C'est votre première étape. Puis j'ai regardé Sarah et Mike. Ceci est votre signal d'alarme, dis-je, ma voix ferme mais pas méchante. Votre enfant n'a pas besoin que vous réussissiez, il a besoin que vous soyez des adultes responsables. Relevez-vous, arrêtez de les laisser vous traiter comme des enfants et arrêtez de me laisser vous utiliser comme une banque. C'est votre famille à entretenir maintenant. Je me suis retourné et je suis parti, me dirigeant vers le haut avec Liam pour emballer le reste de ma vie hors de cette maison. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de recherche d'appartements et de mise en place d'une nouvelle vie. J'ai trouvé un petit appartement d'une chambre en centre-ville avec de grandes fenêtres et une vue sur la ville. Il était à moi, chaque centimètre carré. Le calme était profond. C'était le son de la paix. Tante Carole est devenue mon ancre. Elle appelait tous les quelques jours, non pas pour bavarder, mais juste pour prendre des nouvelles. Elle m'a dit que mes parents avaient finalement appelé le conseiller en crédit. Ils ont dû vendre la maison, ma maison d'enfance, et déménager dans une petite location à travers la ville. La façade s'était enfin, irrévocablement, effondrée. Environ un mois après mon déménagement, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Sarah. Mike a trouvé un emploi dans un entrepôt. Un travail difficile, mais stable. Je travaille à temps partiel dans une clinique. Nous allons avoir notre propre logement avant l'arrivée du bébé. Merci pour le signal d'alarme. J'ai regardé le message pendant longtemps. J'ai répondu par un simple de rien. Bonne chance. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début, une nouvelle fondation construite sur les décombres de l'ancienne. Parfois, je me tiens à ma nouvelle fenêtre, regardant les lumières de la ville, et je pense à eux. Je ne ressens plus de colère, ni même de triomphe. Je ressens surtout une tristesse tranquille pour la famille que je pensais avoir et une gratitude profonde et durable pour la paix pour laquelle je me suis battu pour trouver. Je n'ai pas détruit ma famille, j'ai juste arrêté de m'immoler pour les réchauffer. Ils ont dû apprendre à trouver leur propre lumière. C'est incroyable de voir à quel point on peut voir sa propre valeur une fois qu'on arrête de payer les autres pour l'ignorer. Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre respect de soi? Qu'auriez-vous fait?